Il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est habitué du micro de Bretagne 5, c'est René Loye, paysan écologiste, vice-président d'Ensemble sur nos territoires. On va parler d'environnement, on va parler d'agriculture, on va parler de politique aussi. Bonjour René Loye. Bonjour. Alors René Loye, la politique en ce moment c'est un peu chahuté. On a une politique vis-à-vis de l'agriculture, c'était le SPACE la semaine dernière, le salon de l'agriculture à Rennes. On a une politique agricole qui tente à aller vers une agriculture plus raisonnée. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature, j'allais dire, à vous réconforter, vous qui vous battez depuis des années pour cette agriculture plutôt biologique ? Je crois que raisonner ne veut pas dire raisonnable. Mmh. Et malheureusement, je m'appuie sur une enquête qui a été menée par un groupe de journalistes de Splan, où effectivement on voit la concentration foncière. En Bretagne comme ailleurs, on a des fermes aujourd'hui qui dépassent les 1000 voire les 2000 hectares. Enquête de nos confrères journalistes de Splan qui met en fait en lumière, vous allez me contredire si je dis une bêtise René Loye, mais qui met en lumière en fait la préemption par les grandes exploitations agricoles des terres des plus petites. Bien sûr, et il y a une partie de ces terres qui part en plus à d'autres destinations, à d'autres fins que la question alimentaire. Le monde a faim, la terre brûle, et on est en train aujourd'hui d'utiliser des milliers, des centaines de milliers d'hectares pour produire de l'énergie. Et au nom de la, je veux dire, de la croissance infernale, on est dans un système complètement fou. On observe ici, en Bretagne, que une grande partie des fermes qui s'agrandissent sont des fermes qui, je veux dire, mettent à côté des grandes porcheries ou des grandes étapes des usines de méthanisation. Il ne s'agit pas d'avoir une position anti-méthanisation. Je dis aujourd'hui que les dérives de la méthanisation sont en train de mettre fin à l'agriculture paysanne bio et augmente considérablement l'accaparement des terres, des moyens de production par une minorité. Et quand je dis ça, je m'appuie aussi sur des données qui sont vérifiables, des données du ministère de l'Agriculture et de l'agence bio. On a perdu en 2 ans à peu près 3000 fermes bio qui ont été déconverties parce qu'on traverse une crise sans précédent. Et si on traverse une crise sans précédent, c'est parce que, je veux dire, les politiques publiques font le contraire de ce qui a été mis en œuvre par la politique européenne, et en particulier de la fourche à la fourchette, tout le dispositif qui consistait à accompagner une agriculture plus vertueuse, qui doit participer au refroidissement de la planète, à la défense de la biodiversité, tout ça. Et on voit bien qu'en France, c'est le plus grand pays européen, je veux dire, qui émarge aux aides de la politique agricole commune, un peu plus de 9 milliards d'aides chaque année. Et on voit effectivement que aujourd'hui, les aides vont beaucoup plus pour doper le système industriel que pour accompagner la transition. Je terminerai sur un chiffre. On a donné en avril 2022, donc un peu plus d'1 an, 1 an et demi, le gouvernement a donné 270 millions d'euros pour la production porcine industrielle, alors qu'on a laissé en même temps décliner la production porcine bio. La moitié des producteurs bio ont disparu, la moitié des producteurs de porc bio ont disparu en 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, la crise de l'agriculture bio, c'est aussi la difficulté à vendre. On est dans cette inflation dont on ne sait pas vraiment où elle va nous conduire. Les prix augmentent, les charges augmentent aussi. On voit les coûts, par exemple, de l'énergie. On en parle souvent sur cette antenne. Les coûts de l'énergie qui augmentent pour les producteurs, pour les agriculteurs, y compris les agriculteurs bio. Là aussi, c'est une inquiétude que vous avez dans la profession. Jusqu'où ça va aller? Comment vous allez vous en sortir? Bien sûr, c'est une grande inquiétude. C'est-à-dire que
il y a une partie des charges qui augmente et, je vais dire, on pourrait faire autrement. Je m'explique. La loi n'est pas appliquée, la loi Egalim, les lois Egalim 2018-2021, qui consistaient entre autres à donner la possibilité j'ai dit c'est dans la loi, hein, aux collectivités territoriales, je veux dire à l'ensemble des collectivités, hein, de porter la restauration, c'était une obligation, de porter l'alimentation bio au-delà des 20%. On en est à 6%. La loi n'est pas appliquée. On est en 2023, fin 2023 bientôt, et la loi n'est toujours pas appliquée, on est à 6%. Et pour ça, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est pas. Et c'est vrai que, vous le dites, la question de l'évolution des prix, des charges. Mais quand on voit que la production sans pesticides, parce que les pesticides c'est grave pour la santé des paysans d'abord, pour la santé de l'entourage, mais aussi de l'environnement, de la pollution de l'air, de l'eau, des écosystèmes. Il suffirait, par exemple, de ne plus mettre de TVA sur les produits bio, de façon qu'ils deviennent compétitifs et attractifs. Ça, c'est des choses que le législateur peut le faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est demander à ce que les aides à l'agriculture soient mieux partagées. Si on coupait le robinet, par exemple, au lieu de donner des aides à des gros paysans qui vont manger les voisins, ce serait extrêmement facile de dire au-delà d'un certain volume, on ne donne pas d'aide, et on donne cette part d'aide à, je veux dire, la restauration collective ou aux paysans qui sont dans des systèmes alternatifs. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'il y ait une véritable politique de l'installation. J'entends la région. La région s'est donné comme objectif, qui est faible, hein, et qui est en dessous des besoins de 1000 installations par an. Ils ne sont pas à 500 installations par an. Ce qui veut dire que... Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, s'est exprimé en disant on peut faire mieux. Comment faire mieux? C'est surtout ça la question. C'est vrai que à sa décharge, c'est pas la région qui gère le foncier. Le foncier, c'est géré, donc c'est pas non plus l'Union européenne, c'est chaque pays de l'Union européenne a sa politique foncière. Ça, c'est clair. Donc, effectivement, il peut le faire. Par contre, ce que peut faire la région pour doper l'installation, c'est effectivement de faire que les aides qui sont destinées au système dominant, quand on a donné 50 millions d'aides à une grosse coopérative du Nord Finistère, et je pourrais en donner un nombre, je dis une liste assez longue à ce niveau-là, ça veut dire qu'il faut que la région cible clairement les aides pour pouvoir doper, et la région doit mettre aussi des moyens en termes d'animation à l'échelon des pays, des intercommunalités. Il nous faut des gens aujourd'hui qui soient vraiment les accompagnateurs des paysans, parce que la Chambre d'agriculture, on sait très bien que la Chambre d'agriculture continue la restructuration. Donc il faut effectivement que la région se donne les moyens d'accompagner au quotidien des jeunes, parce qu'on a plein de jeunes qui veulent s'installer. Mais c'est un parcours de combattants tellement difficile que, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils se découragent. Donc il faut prendre des moyens d'accompagner l'installation sur nos territoires. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, changer les modes de production en accompagnant, changer effectivement et accompagner la restauration collective, mener un combat politique, et ça c'est l'ensemble de nos parlementaires et de nos responsables au niveau des régions, qui doivent mener un combat pour que les produits bio sans pesticides soient des produits qui soient défiscalisés parce qu'ils participent justement à la survie de la planète. Alors on a des agriculteurs, je faisais référence tout à l'heure au SPACE qui s'est tenu la semaine dernière à Rennes. Je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas au fait, c'est le salon d'agriculture régionale, on peut le dire comme ça. On a senti une volonté des jeunes agriculteurs conventionnels de vouloir aller vers quelque chose de meilleur, de moins nocif pour la planète, de moins nocif pour la santé, avec aussi l'apport des technologies. Est-ce que... il y a 2 mondes agricoles. Est-ce qu'ils arrivent à se parler, ces deux mondes de l'agriculture? Est-ce que vous arrivez à discuter, vous, René Louaille, par exemple, avec des agriculteurs, des paysans conventionnels? Est-ce que vous arrivez à faire passer l'idée qu'il faut changer les choses? Non seulement j'arrive,
mais je prends les moyens pour y arriver. Je participe avec d'autres à l'organisation de débats publics. Et on a été un petit peu arrêté dans le cadre de la crise du Covid. On a dû faire 4-5 réunions où il y a eu plusieurs personnes. Et moi, je trouve extrêmement intéressant de passer du cap de discuter entre convaincus. Je vais dire, c'est bien gentil, mais ça ne sert plus à grand-chose. À passer à un autre niveau qui est dans le cadre de confronter avec des arguments de part et d'autre. Moi, je respecte des positions différentes et ces arguments contre arguments, mais on ne va avancer aujourd'hui que si on est capable de se parler. Il y a aujourd'hui une politique mais vraiment infernale. On tombe dans une situation de fracture. On est dans un système hyper fragilisé. Mm-hmm. Bien évidemment qu'il faut qu'on se parle. Et bien évidemment qu'il faut qu'on confronte. Et si on met au cœur de nos discussions vraiment l'avenir, pas seulement des agriculteurs, mais il faut, bien sûr, à partir de ça, c'est de dire comment on peut apporter notre contribution au changement. Parce que s'il y a urgence, c'est pas la planète qui est fragile, c'est la vie sur la planète qui va devenir de plus en plus difficile, et on le voit régulièrement avec l'évolution de tout ce qui nous entoure. On le voit au niveau national et international. Donc, bien sûr, il faut qu'on se parle à l'échelon des territoires, dans tous les domaines, et je veux dire, c'est un exercice démocratique qui est incontournable. On parle beaucoup, René Loyd, d'écologie, de climat qui s'emballe. On l'a vu ces derniers jours encore avec des températures plus qu'estivales en plein mois de septembre. Avec ces tornades, on a eu une tornade qui est passée tout près de chez nous. Donc, est-ce que justement, là aussi, il va falloir se remettre en question comment produire avec un climat, comment faire vivre les cultures avec un climat qui change, et qui change vite, finalement, beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on avait minimisé et je le dis en tant qu'écologiste, même si il y a quelques années, quand on abordait le sujet, on nous disait mais vous exagérez, on était en dessous de la réalité. On a plusieurs phénomènes. On a la question de la gestion de l'eau. Mm-hmm. L'eau, c'est un bien commun, et on voit effectivement que on passe avec des périodes de plus en plus importantes, de plus en plus longues, tantôt de pluie et après de sécheresse qui s'éternisent. Et donc la question de la gestion de l'eau est posée. Et donc on va de plus en plus, est amené à plutôt mettre des cultures d'hiver qui consomment moins d'eau que les cultures de printemps. Mm-hmm. Le maïs, par exemple, qui est une culture de printemps qui consomme beaucoup d'eau l'été, c'est évident qu'il faut... et on n'aura pas le choix que de diminuer les surfaces de ces cultures. Ça, pourtant, on voit beaucoup de maïs. Et on voit beaucoup de maïs. Donc, cette plante utilisée plutôt dans les systèmes intensifs et devra être remplacée progressivement par des cultures d'hiver. Je vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec des agriculteurs d'une région qui cultive beaucoup de maïs dans les Landes, et ils se disent on va devoir progressivement changer, et non pas dans 20 ans, mais dans les 10 ans qui viennent. Quoi. Donc moi je crois qu'il y a des choses qui sont incontournables, parce qu'on va tout simplement manquer d'eau, et faire croire qu'on va régler le problème de l'eau en la stockant. Non, on a besoin de la stocker dans le sol, en faisant de l'agronomie, mais les bassines, c'est une stupidité. Alors justement, j'allais y venir à ces bassines qui ont déferlé la chronique et l'actualité. Il y a eu ces violences à Sainte-Soline. Est-ce que ça justifiait justement ces violences-là ? Enfin, on ne peut pas justifier la violence. J'imagine que vous allez me répondre que voilà, on a été très loin. Mais est-ce qu'il y a une peur finalement qui amène à cette violence, une peur de manquer d'eau, une peur d'une appropriation, c'est d'une privatisation de l'eau finalement? Je vous invite d'ailleurs à lire, et vous l'avez probablement fait, le rapport de la Ligue des droits de l'homme sur la question de la violence. Donc la violence n'est pas le résultat de militants violents, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est infime. Ça a été la violence, ça a été les comportements des forces de l'ordre qui ont chargé
des manifestants que c'est ce qu'on n'a jamais vu, quoi, avec du matériel militaire, du matériel qui est extrêmement dangereux. Donc, quand on parle de violence, il faut renvoyer la violence dans le camp de Darmanin, mais c'est pas de la violence, je dis majoritairement, et n'est pas du côté des manifestants. Ça, faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Et mais la question de la mobilisation pour le partage de l'eau, il est nécessaire puisque personne n'entend. Et la volonté de la FNSEA, c'est de continuer à mettre en place des bassines pour une petite minorité d'agriculteurs les plus grands et les plus intensifs. Ça ne peut pas fonctionner, c'est clair. Il n'y a pas de dialogue à ce niveau-là. Il n'y a pas de dialogue, c'est très difficile. On est en contact avec les copains dans ces régions-là et c'est évident que c'est très très difficile. Donc s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de solution amiable pour arriver au moins qu'il y ait un moratoire, je partage la position du président du comité de bassin, Thierry Burlot, bien connu ici, qui était pour un moratoire. Donc il n'a pas été entendu, mais ça on peut dire une chose, c'est que sur cette question-là, et depuis un bout de temps, effectivement il le dit, il a compris qu'il fallait arrêter, et on n'en est pas arrivé à ce qu'on arrête de subventionner, mais il faut le faire. Les agences de l'eau mettre de l'argent à stocker, à faire des bassines absurdes, et ça, il faut arrêter. Il faut mieux mettre cet argent à convertir l'agriculture sur des systèmes moins consommateurs d'eau et à travers des plantes pérennes ou un certain nombre de systèmes moins intensifs. Donc, on voit bien qu'on est au carrefour de quelque chose de nouveau. Donc, il faut effectivement qu'on passe après, il y a l'avant et l'après Sainte-Soline, il faut maintenant qu'on arrive à mettre en place quelque chose d'extrêmement opérationnel, et pour qu'on ait un débat citoyen, l'eau n'appartient pas qu'aux paysans, l'eau c'est un bien commun, et il faut qu'on arrive dans chacun de nos territoires à faire en sorte qu'ils puissent avoir un partage équitable et qu'on puisse surtout économiser l'eau. Alors, il nous reste quelques minutes, ça va très vite, René Loye, mais votre parole est importante. En ces temps, ça va très vite, vous prenez le temps d'expliquer les choses. Alors, sur l'eau, est-ce que lorsque vous passez dans la campagne ou dans les villes ou dans les communes, lorsque vous voyez des piscines, on en voit beaucoup en Bretagne maintenant, est-ce que vous vous dites, bon, finalement, il faudrait faire quelque chose aussi, on dépense de l'eau, on a, alors tous, une piscine peut-être pas, mais beaucoup de gens ont des piscines, il ne s'agit pas de montrer qui que ce soit du doigt, et puis on a ces stations de lavage aussi pour les voitures qui tournent régulièrement. Est-ce qu'il va falloir apprendre à vivre autrement, sans piscine, sans lavage pour la voiture, par exemple? On a aussi les terrains de golf. Et plein de choses comme ça qui consomment beaucoup d'eau. Il ne s'agit pas non plus de montrer du doigt les terrains de golf. Mais certains font des efforts. Ça nous renvoie sur des questions importantes à l'échelon de nos territoires, de nos villes, de nos communes. Il serait peut-être préférable d'avoir plus de piscines publiques à l'échelon de nos territoires et moins de piscines privées qui consommeraient beaucoup moins d'eau. Mais il faut apprendre à mutualiser, à économiser. Et c'est vrai qu'en période de sécheresse, je ne suis pas sûr qu'il faut commencer par laver la voiture tous les 8 jours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faudra effectivement dire, on ne pourra pas faire autrement. Donc ça nous renvoie sur des questions à l'échelon de nos territoires. On a à décider. Et ce ne sont pas aux élus de décider uniquement pour l'ensemble des gens. C'est aussi aux élus, aux associations, aux citoyens d'arriver à mettre en place à l'échelon de nos territoires, comme la défense d'un collège par exemple. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de très fort et porté, réfléchi, et dans vraiment une démarche d'équipe et de territoire. Ça, c'est possible. Alors, la défense d'un collège, vous m'avez devancé, René Loye, c'est cette affaire du collège de Corlay dans les Côtes-d'Armor. Alors, pour nos auditeurs qui sont un petit peu loin, c'est un collège qui ferme finalement, le collège de Corlay. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Je sais que vous êtes aussi impliqué dans cette lutte pour conserver ce collège. Alors, je vais d'abord redonner les choses avant de réexpliquer comment c'est passé. Le collège fonctionne, il est toujours ouvert et il n'y a pas de date de fermeture de programmée parce qu'il y a une mobilisation citoyenne. Ce qui a été incompréhensible et inadmissible, c'est le fait que le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor
et une minorité de l'exécutif ait pris une décision sans concertation avec la population. De fermer le collège, non pas parce que les résultats ne sont pas bons, puisqu'on a encore cette année 100% de réussite au DNB, mais parce qu'il est le plus petit. Mais derrière ça, c'est qu'on a tous les autres collèges les plus petits dans le centre-Bretagne, Calac, canton du président, Bourbriac, Saint-Nicolas-du-Pélem, on a tous ces collèges qui sont en manque d'effectifs. Donc on a une réflexion sur la ruralité. On ne peut pas avoir la même équation à Corlay qu'on a à Saint-Brieuc ou à Lamballe. Donc, le maintien du collège de Corlay, qui est un bâtimentaire en bon état, qui a une équipe pédagogique extrêmement dynamique, des parents d'élèves mobilisés, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne, parce que quand le collège s'en va, quand la poste s'en va, quand les services publics s'en vont, ça veut dire que c'est un secteur qui se sent abandonné. Et le mot n'est pas trop fort. Donc, cette décision arbitraire, que je suis d'autant plus touché, parce que on a fait partie au niveau d'ensemble sur nos territoires. Nous avons soutenu, lors des dernières élections cantonales, la plateforme de gauche qui a gagné ces élections. Et on se rend compte que une fois élu et une fois aux manettes, on a été trahi. On a été trahi par des élus qui n'ont pas tenu compte de ce qu'on avait écrit, rédigé ensemble dans le cadre d'une plateforme où effectivement la question des services publics était posée, la question de la démocratie était posée. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc la question de Corlay, c'est un combat. J'avais encore une réunion hier soir et je peux vous dire que on va gagner. On va la gagner parce que la population est extrêmement mobilisée. Le 1er septembre, on a eu à Fesnoz plus de 900 entrées payantes. Parce qu'on est capable de se mobiliser, de lutter sur un territoire, mais de faire la fête ensemble. C'est important. Et je veux dire, ce qui est très fort, c'est que on se bat avec, tous ensemble. Et je dis, alors qu'on a des parcours politiques, professionnels différents. C'est ça, c'est la vie de nos territoires. Et là, on va mettre en place un certain nombre de journées de réflexion pendant l'hiver. On va continuer l'action. Et c'est clair que pour nous, on va gagner ce dossier-là parce qu'on est tellement mobilisés. Le département, les responsables du département, ils ont géré, mais la vieille France. Ils n'ont pas compris que les choses ont changé. Pour gagner sur un territoire, il faut qu'on arrive à mobiliser et à se mobiliser tous ensemble. Et c'est évident que les choses sont installées. Et donc, pied à pied, on va gagner parce que, si on n'est pas éligible au PPIC, si au plan pluriannuel d'investissement des collèges, il y aura un autre PPIC. Après, on sera dedans et on va se battre contre la fermeture avec tous les moyens légaux pour le faire. Voilà, les Bretons, alors qu'ils ne sont pas têtus, mais résolus, on peut le dire comme ça, qui aiment faire la fête, on aura retenu ça. René Loyer, en quelques secondes, parce que là, on va vraiment dépasser le temps, mon réalisateur me fait déjà les yeux noirs. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique plus largement? On voit ces problèmes des migrants qui arrivent très nombreux en Italie, on voit cette fracture aussi dans la société française. Doit-on les accueillir ou doit-on les laisser derrière un mur sous-entendu, ne pas les faire entrer en Europe. Et il y a cette montée aussi de l'extrême droite dans tous les pays européens. Est-ce que, et même en Bretagne, on parlait du centre-Bretagne tout à l'heure et de Calac, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, René Loyer? L'Europe ne peut pas abandonner des milliers de personnes qui arrivent à nos frontières, qui partent parce que ils sont confrontés à un problème de survie, de guerre, de misère, d'accès à l'alimentation, à l'eau. L'Europe doit porter une politique d'accueil bien répartie sur l'ensemble de l'Union européenne. Et ce qui se passe à Lampedusa ou ailleurs, c'est évident que ça nous interpelle fortement. Il faut absolument que tous les pays soient mis à contribution pour vraiment mettre en place une politique digne de ce nom. Quand on supprime
les services publics. Quand on n'est pas en capacité d'accueillir, de mener une politique audacieuse, on fait le lit de l'extrême droite. Moi, j'ai peur de l'extrême droite. Je vous le dis, c'est quand je vois les derniers sondages de l'IFOP il y a 15 jours, qui mettent... bon, ils vont se tromper, je suis sûr, mais qui mettent les extrêmes droites à 34%, alors que l'ensemble des forces de gauche sont à moins de 30%, je suis malheureux, je suis inquiet. Donc il faut qu'on inverse. On a quelques mois là, avant les élections européennes pour porter un vrai projet audacieux. Je suis profondément européen et c'est à l'échelon de l'Union européenne qu'on est capable de mettre une politique volontariste, forte. Et je dirais même que si on est capable de porter un débat sur la mise en place d'une Europe fédérale, on va comme ça tordre le cou tant qu'il y a encore temps aux porteurs du nationalisme exacerbé qui sème la haine dans nos territoires. On est un pays d'accueil et une région d'accueil et je voudrais donner un message positif dans votre émission. Le message est passé. René Louaille, paysan écologiste, vice-président d'Ensemble sur nos territoires. La parole de René Louaille ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Merci d'être venu jusqu'à nous malgré quelques détours dans la campagne pour éviter les routes barrées et les bouchons. Merci infiniment et belle journée. Merci. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.